Regardez de plus près. De minuscules points rouge-brun recouvrent le corps pelucheux des abeilles. Ce que c'est, un parasite qui va causer la mort de la ruche. Et tout comme vous, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Mais au lieu d'anéantir la colonie d'un seul coup, ce parasite va tourmenter les abeilles pendant 3 à 4 ans, causant une mort lente et angoissante. Une fois infectée par le parasite, la reine pond moins et les jeunes abeilles présentent divers défauts qui compliquent leur survie. La priorité des abeilles n'est pas leur survie propre, mais plutôt l'entretien de la ruche. Mais elles ne peuvent plus l'assurer. Elles volent plus lentement à cause du parasite, ce qui rend difficile le transport quotidien de pollen vers la ruche. Leur espérance de vie diminue, elles deviennent faibles, maigres, plus légères. Les signes de l'infection sont visibles sur les abeilles, mais aussi à l'intérieur de la ruche. Les alvéoles étant déformés, les larves tombent sur l'un des côtés ou au fond. Le haut des alvéoles s'abîme, voire s'effondre. Ça n'a pas l'air si grave que ça à nos yeux. Les larves se retrouvent sur le côté. Bon, et alors ? Mais pour les abeilles, c'est un gros problème. Ces détails perturbent l'équilibre délicat qui maintient la ruche en activité et ils finissent par entraîner une diminution du nombre d'abeilles. Et finalement, quand il ne reste qu'une poignée d'abeilles mal en point et incapables de prendre soin d'elles-mêmes ou de la reine, c'est la fin pour la ruche. Mais quel est ce parasite capable d'anéantir ainsi une ruche entière, lentement et impitoyablement ? Le varroa est un petit acarien qui vit sur les abeilles et qui dévore leurs larves et leurs pupes tout en leur transmettant un tas de virus. Ce parasite ne mesure que quelques millimètres, mais à l'échelle d'une abeille, il pèse plutôt lourd. Imaginez avoir une sangsue de la taille d'un petit chien. Une sangsue qui se baladerait sur vous et qui vous mordrait pour vous sucer le sang. Ce parasite pénètre dans la ruche, sur le dos d'une abeille provenant d'une ruche voisine moins prospère. Il accède ainsi aux larves et il pond ses œufs sur l'une d'elles. Une fois l'abeille devenue adulte, elle rejoint les autres et les parasites présents sur son dos en profitent pour changer d'hôtesse. C'est alors que commence la prise de contrôle de la ruche et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Le varroa représente une menace majeure pour les abeilles à l'échelle mondiale. Mais c'est pas leur seul problème. Ces dernières années, les abeilles du Royaume-Uni ont été très affectées par une maladie virale mortelle qui ravage le pays. Sa principale manifestation est difficile à ignorer, des montagnes d'abeilles mortes devant les ruches. La maladie touche souvent des colonies entières. Avant de mourir, les abeilles se mettent à trembler de manière étrange. Elles cessent de voler et elles perdent leurs poils, ce qui rend leur abdomen étrangement brillant. Vous imaginez ça ? Des abeilles chauves. On l'appelle la maladie noire. Et cette maladie virale cause la mort des abeilles infectées en 1 semaine, ce qui leur laisse le temps d'infecter leurs compagnes et même de contaminer d'autres ruches. Et la maladie se propage. En 2007, elle n'avait été signalée que dans un comté, mais en 2020, elle était présente dans 45 d'entre eux. En Amérique du Nord, les abeilles ont un autre problème. Elles abandonnent leur colonie. On retrouve des ouvrières mortes loin de leurs ruches, et les ruches elles-mêmes ressemblent à des villes fantômes. Couloirs vides, miel et pollen non consommés, larves enfermées dans le couvain, et reines restées seules. Tout ça à cause d'un simple moucheron du genre Apocephalus. Il existe des centaines d'espèces au sein de ce genre, et elles sont connues pour décapiter les fourmis de l'intérieur. Charmant, non ? Ces moucherons pondent à l'intérieur des fourmis, et leurs larves agissent comme des guillotines. La larve dévore les tissus jusqu'à se régaler du cerveau. La fourmi victime erre sans but pendant des semaines, jusqu'au jour où la larve libère une enzyme qui dissout la jonction entre la tête et le corps de la fourmi. Sa tête tombe alors et un moucheron adulte en émerge. Et ces petits parasites s'en prennent désormais aux abeilles. Apocephalus borealis pond une dizaine d'œufs dans une abeille ouvrière, puis les larves qui en sont issues en dévorent l'intérieur. Lorsqu'un chercheur a exposé des abeilles à ces moucherons, il a été témoin du même scénario horrible que celui vécu par les fourmis. L'adulte pond ses œufs à l'intérieur de l'abeille et quelques semaines plus tard, des larves sortent de sa tête. La routine quoi. Pas étonnant que ces abeilles, dont jusqu'à 13 larves grignotent le cerveau, semblent un peu désorientées. Elles chancellent comme des zombies. Elles ont du mal à se tenir debout. Pourtant, certaines d'entre elles s'aventurent hors de la ruche et elles se dirigent droit vers la lumière. Mais pourquoi ? Il est temps de vous présenter les méthodes développées par les abeilles pour contrôler les parasites. Au fait,
Je suis infecté. Difficile de demander à une abeille pourquoi elle a décidé de s'envoler et de mourir à l'écart. Certains pensent qu'elles font ça car le parasite les y force, comme c'est le cas pour d'autres espèces. Mais il existe d'autres théories. Certains experts estiment que les abeilles s'éloignent par altruisme. Elles réalisent qu'elles sont malades et elles décident de s'envoler pour protéger la ruche de façon désintéressée. Les insectes sociaux font souvent preuve d'altruisme. Les fourmis infectées par un champignon ont tendance à s'éloigner pour mourir seules. Les chercheurs comparent ce comportement à de la distanciation sociale. Et c'est pas tout. Des biologistes italiens, allemands et britanniques ont découvert que lorsqu'une colonie d'abeilles est infectée par des acariens, elles limitent leurs interactions pour réduire les risques de propagation. Les abeilles changent leurs habitudes sociales pour ne pas risquer d'attraper des parasites. La ruche comporte une partie extérieure, peuplée d'ouvrières plus âgées, et une partie intérieure où vivent la reine, sa progéniture et les plus jeunes ouvrières. Ces jeunes abeilles s'occupent des œufs. Les ouvrières ramènent souvent des maladies et des parasites de l'extérieur, ce qui peut nuire à la ruche. Cette organisation assure la sécurité des abeilles les plus cruciales. Mais malgré ces mesures, les acariens ont appris à atteindre la progéniture. Alors que font les abeilles? Eh bien, tout dépend de l'endroit où elles vivent. En Australie, tout allait bien il y a peu encore, mais dernièrement, les problèmes ont commencé. En Amérique, eh bien, les abeilles américaines ne font pas grand-chose pour résoudre le problème. Ces acariens provenant d'Asie, les abeilles américaines ne les ont découverts que dans les années 1980. Elles n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'adapter à cette nouvelle menace. Dans le reste du monde, les abeilles ont développé une résistance aux parasites et elles en souffrent moins. Bref, c'est une question de temps et de compétences. Les abeilles ont appris à se nettoyer elles-mêmes, ainsi que les unes les autres, afin de se débarrasser de ces minuscules acariens. Une fois tombés, ils ne survivent pas longtemps. De plus, les abeilles savent repérer les acariens qui traînent près des alvéoles. Elles interrompent la croissance des larves dans les alvéoles infestés, ce qui cause la mort des acariens. Certaines abeilles sont même capables d'expulser les acariens de la ruche. La distanciation dont j'ai parlé plus tôt fonctionne également. Lorsqu'une ruche est infestée, les ouvrières plus âgées se déplacent encore plus vers sa périphérie, tandis que les individus plus jeunes se rassemblent plus étroitement au centre, augmentant ainsi la distance entre les deux groupes. Les abeilles d'une ruche infestée modifient leur comportement habituel. Elles sont moins susceptibles de procéder à leur danse alimentaire au sein de la ruche. D'après les chercheurs, c'est parce que la danse risquerait de propager le parasite. À la place, elles se concentrent sur le toilettage des autres abeilles, qui se déroule plus souvent au cœur de la ruche. C'est comme le fait de porter un masque, se laver les mains et garder ses distances. C'est plus utile qu'on ne le pense, mais ça ne fait pas tout. Revenons-en maintenant aux abeilles qui quittent héroïquement leur ruche. Leur élan altruiste semble très cool, mais elles n'ont pas vraiment le choix. Il s'agit simplement d'essayer de minimiser les dégâts. Regardez les choses de cette façon. Une abeille malade ne peut pas accomplir ses tâches, et les autres abeilles ne toléreront pas une fainéante. Elles la chasseront de la ruche. Ainsi, en choisissant de partir, ces abeilles simplifient la tâche de leur compagne, car plus elles restent longtemps, plus les chances que d'autres abeilles soient infectées sont élevées. Il y a bien de l'altruisme dans tout ça. Cependant, les abeilles chassent parfois leurs compagnes de la ruche pour d'autres raisons. À l'approche de l'hiver, les ruches du monde entier sont le théâtre de scènes cruelles. Des ouvrières traînent leurs collègues jusqu'à l'entrée de la ruche et les en expulsent. Ces abeilles bannies tentent parfois de revenir, mais les autres abeilles les en empêchent. Parfois, elles leur tranchent même les ailes. Une fois l'hiver arrivé, la ruche entre en mode hibernation et on peut alors apercevoir des dizaines, voire des centaines d'abeilles mortes autour d'elle. Elle n'était pas en état de s'en éloigner, et même si elle l'avait pu, elle n'avait nulle part où aller. C'est vraiment horrible, mais cette cruauté n'est qu'une preuve de la rationalité des abeilles. Okay, let's see my to-do list. Go to work, go to work, go to work, go to work. Les abeilles expulsées ne sont pas n'importe quelles abeilles. C'est des faux-bourdons, qui constituent l'un des 3 groupes de la ruche, en plus des ouvrières et de la reine. Les faux-bourdons sont des mâles et ils n'effectuent aucun travail dans la ruche. Ils ne la défendent pas, ils ne récoltent ni pollen ni nectar, ils ne s'occupent pas des larves. Ils ne font que manger et s'accoupler. S'il y avait des canapés, ils s'y prélasseraient. Okay, let's see my to-do list. Certes, les faux-bourdons ont une mission primordiale, diffuser le matériel génétique de la colonie, c'est-à-dire s'accoupler avec des reines d'autres ruches.
C'est important car de tels accouplements sont le seul moyen de garantir la préservation du matériel génétique. Cependant, ils ne peuvent s'accoupler que lorsqu'il fait chaud. Aussi, lorsque le froid arrive, la ruche cesse de produire des faux bourdons devenus inutiles. Les anciens sont expulsés de la colonie car ils en consomment les précieuses ressources sans contribuer à quoi que ce soit. Ça n'a rien de personnel, mais on peut voir les choses autrement. Les abeilles ne vivent pas très longtemps, donc ces faux bourdons ne survivraient de toute façon pas jusqu'au printemps. Les abeilles accélèrent simplement un peu le processus naturel afin d'économiser des ressources. Lorsque la chaleur fait son retour, la colonie élève de nouveaux faux bourdons et le cycle recommence. Ça peut sembler une approche étrange, mais laissez-moi vous rappeler que les abeilles prospèrent sur Terre depuis des millions d'années. Elles gèrent assez bien divers dangers, car elles ont développé de nombreuses façons d'y faire face. Fondamentalement, elles savent ce qu'elles font et pourquoi. Par exemple, vous avez déjà vu des abeilles chatoyer. C'est magnifique, vraiment, et c'est aussi fascinant. N'importe quel frelon vous le dira. Les abeilles utilisent ce chatoiement pour éloigner leurs ennemis jurés, les frelons. Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert que ce moyen de défense spectaculaire prend naissance à certains endroits bien précis, à la surface du nid, afin de se propager rapidement. Imaginez des centaines d'abeilles relevant leur postérieur, un peu comme une foule en délire qui fait la hola dans un stade ou lors d'un concert. Les frelons ont beaucoup de mal à viser les abeilles qui font partie d'un tel groupe. Les experts pensent que cet effet de chatoiement forme comme un bouclier autour de la ruche, laissant environ 45 cm d'espace entre les abeilles et les frelons ou les guêpes. Mais dans une étude récente menée au Vietnam, des chercheurs ont découvert une chose encore plus étrange, des abeilles qui recouvrent l'entrée de leur ruche avec des excréments d'animaux. C'est vraiment bizarre. Ça semble absurde, mais ces taches fécales font fuir les frelons géants. C'est la première fois qu'on observe des abeilles en train d'utiliser des outils. Vous voyez ce truc sombre? C'est des crottes de différents animaux comme des poules et des vaches. Les frelons n'aiment pas s'en approcher. On ignore pourquoi. Il semble que ces insectes n'aiment pas l'odeur, ou alors ils répugnent à ronger un nid couvert d'excréments. C'est peut-être une question de goût, difficile à dire. Les matières fécales peuvent également servir de camouflage olfactif. Les ruches dégagent généralement une odeur sucrée de miel, et les frelons sont très doués pour les trouver à l'odeur. C'est là que le camouflage à la bouse s'avère utile. Quoi, c'est dégoûtant, mais ça fonctionne. Bien sûr, je me dois de mentionner la manière étonnante dont les abeilles se battent contre les frelons géants. Ces monstres de 5 cm de long sont 3 fois plus gros et nettement plus lourds que les petites abeilles. Ils peuvent facilement décimer des ruches entières à coups d'attaques répétées. Et les abeilles européennes ne peuvent pas faire grand-chose pour se défendre. Mais les abeilles japonaises n'ont pas peur de les confronter frontalement. Lorsque des frelons attaquent, ces abeilles savent quoi faire. Plusieurs centaines d'ouvrières forment une boule autour des frelons afin de les rôtir vivants grâce à leur chaleur corporelle. Littéralement, comme dans un four, un essaim d'abeilles se forme autour des frelons et il les plaque au sol avant de se mettre à vibrer. Au centre de cette boule de chaleur, le bourdonnement furieux réchauffe les frelons jusqu'à 45 degrés Celsius. C'est en 1995 qu'on a observé des abeilles japonaises en train de former des boules d'abeilles défensives chaudes pour la première fois. Auparavant, on pensait que la chaleur tuait le frelon, mais pas les abeilles, car elles y étaient résistantes. Mais depuis, les chercheurs ont compris que les vibrations émises par les abeilles produisent du dioxyde de carbone. À l'intérieur de la boule d'abeille, la concentration de CO2 atteint 3,6%, soit 5 fois plus qu'autour d'une ruche et 100 fois plus que dans l'air ambiant. Les frelons ne peuvent pas supporter autant de CO2. Cependant, les abeilles membres de ces groupes de défense paient le prix fort. En moyenne, elles vivent une semaine de moins que les autres. Sachant que les abeilles ne vivent qu'un mois environ, ça représente un quart de vie en moins. Sachant que la durée de vie moyenne d'un être humain est de 72 ans, la même chose nous coûterait 18 ans. Mais les abeilles ne font pas que rôtir les frelons dans le dioxyde de carbone. Elles hurlent aussi contre leurs agresseurs. Ou plutôt, elles émettent des bruits d'avertissement qui ressemblent à des cris. Des experts du Wellesley College ont enregistré les signaux d'alarme d'abeilles au Vietnam et ils ont découvert un son inédit. Écoutons ça.
Ces signaux sont différents des sifflements et des signaux d'arrêt qu'on connaissait déjà. Ils sont secs et irréguliers, avec des changements brusques de fréquence. Lorsque les ouvrières les produisent, les autres membres de la colonie se rassemblent à l'entrée de la ruche et entreprennent des actions défensives. Une chercheuse a été tellement émerveillée par ces cris d'alarme uniques lorsqu'elle les a entendus qu'ils lui ont donné la chair de poule. Il y a une bonne raison à ça. Ces signaux ont des points communs avec les cris d'alarme de nombreux mammifères. En conséquence, tout mammifère les entendant comprendrait que les abeilles sont en danger, même sans connaître leur langage. Une nouvelle race contre les acariens. On a beaucoup parlé des acariens aujourd'hui et j'ai une excellente nouvelle. Une nouvelle race d'abeilles domestiques a récemment été développée pour les combattre. Ces nouvelles abeilles sont capables de se débarrasser des larves infectées. Pour ça, des chercheurs ont sélectionné des abeilles pendant 20 ans jusqu'à parvenir à un résultat satisfaisant. Ils ont découvert que grâce à ces abeilles élevées pour identifier et tuer les acariens, le taux de survie d'une colonie pouvait doubler. Ces abeilles résistantes ont 2 fois plus de chances de survivre à l'hiver que des abeilles ordinaires. Voyez par vous-même, cette abeille se débarrasse d'un acarien, puis elle essaie de le mordre. Quoi ? C'est lui qui a commencé. Les apiculteurs du monde entier comptent là-dessus pour aider leurs abeilles à lutter contre ces parasites. En effet, les autres méthodes de lutte contre les acariens et les maladies qu'ils véhiculent fonctionnent assez mal. Les acariens développent une résistance aux traitements chimiques et ils continuent de causer des problèmes aux abeilles. Il est temps de riposter. Diminution de la durée de vie. Voici une nouvelle troublante. Il y a 50 ans, les abeilles vivaient 50% plus longtemps. Des chercheurs de l'Université du Maryland ont découvert que ces insectes ne vivent désormais en moyenne que 17,7 jours entre le stade de pupe et leur mort. Ces mesures ont été effectuées en laboratoire, dans un environnement contrôlé. À titre de comparaison, dans les années 70, les abeilles vivaient environ 34,4 jours. On s'attendait à ce que, avec l'amélioration des méthodes d'élevage depuis les années 2000, leur espérance de vie demeure la même ou s'allonge, mais étonnamment, les abeilles n'ont fait que mourir de plus en plus tôt. Ça pourrait être dû aux parasites, aux maladies, aux pesticides et au changement de régime alimentaire. Autant de problèmes auxquels les abeilles doivent faire face. Mais comme cette recherche a été effectuée en laboratoire, il semble que tout soit lié à un problème génétique. Le premier vaccin pour abeilles au monde. Une lueur d'espoir pourrait aider les abeilles à lutter contre différentes maladies. Il suffirait de leur donner un petit coup de pouce. Non, moins fort que ça, et pas comme ça. Pour lutter contre une maladie infectieuse mortelle connue sous le nom de loque américaine, le ministère américain de l'Agriculture a approuvé l'utilisation du premier vaccin pour abeilles au monde. Cette maladie porte un nom horrible et elle fait des choses horribles. Elle transforme les bébés abeilles en une substance gluante, brune et puante. Autrefois, les apiculteurs devaient brûler les ruches et les abeilles malades pour empêcher la propagation du virus. Mais maintenant, ils disposent d'un vaccin. Non, ils vont pas enfoncer une petite aiguille dans chaque abeille. Heureusement, ils vont simplement mélanger le vaccin à leur nourriture. Espérons que ce sera plus facile à faire avec les abeilles qu'avec les chats. Mais si vous avez déjà essayé de faire avaler un médicament à votre animal de compagnie, vous m'avez compris. À plus.